Je pense que Foulour et Fahrouzad savaient parfaitement que ce qu'on appelle en tradition persane le takhallos, c'est-à-dire le nom de plume, euh, est un enjeu tout à fait essentiel. Et que dans le takhallos, alors le mot takhallos vient d'une racine, khalasa, en arabe, qui a donné en persan kholasé, ça veut dire le résumé, mais aussi kholes, qui veut dire pur. En fait, takhallos, c'est la quintessence du poète. C'est pour ça qu'on appelle le takhallos takhallos. Alors, il y a d'autres raisons techniques, mais sur lesquelles je ne vais pas m'étendre ici. Mais on ne peut pas s'empêcher quand même de se dire que ce nom de plume que les poètes se choisissent eux-mêmes, il est très profondément signifiant et il dit quelque chose de la quintessence poétique de leur œuvre. Et je pense que le fait que Foulour et Fahrouzad n'ait pas choisi de takhallos autre que son propre nom est très signifiant parce que, justement, plusieurs fois, elle revient sur son nom à elle, parce qu'elle a voulu que le poème soit l'espace dans lequel elle va mettre des projecteurs sur des désirs que normalement on doit voiler, sur des vérités, y compris de son propre être, que normalement on ne dit pas parce que bade, naboyad goft, il ne faut pas le dire, il faut le taire. Et d'ailleurs, c'est en traduisant que je m'en suis rendu compte, je pense que Foulour a un deuxième takhallos qui est un takhallos caché. Il y a dans son œuvre plus d'une cinquantaine de fois, si j'ai bien compté 56 fois, l'occurrence d'un mot qui tourne autour de khamouch. Alors, ou c'est khamouch, ou c'est khamouch, ou c'est khamouchi, ou c'est le verbe khamouch shodan, etc. Bon. Presque une soixantaine de fois dans 5 recueils, ça fait en moyenne 10 par recueil. Hein, ça fait beaucoup, c'est beaucoup. Je pense que peut-être que la nuit, ou c'est un mot qui apparaît un peu plus souvent, mais par exemple, le mot amour apparaît moins que Ramouche, pour les avoir comptés. C'est ce que permet la traduction. Vous savez, parfois, la traduction permet des choses tout à fait étonnantes. En tout cas, or, Khamouch ou Khamouch, pour ceux qui ne le sauraient pas, et en général, même un public lettré ne le sait pas, c'est en fait le nom de plume de Rumi. Et c'est un nom de plume tout à fait exceptionnel, parce que c'est un nom de plume sous lequel on ne le désigne jamais. Pourquoi ? Parce que précisément, c'est la quintessence de ce qu'il a voulu dire, puisque Khamouch en persan, ça veut dire à la fois éteint, c'est le contraire de Foulour en fait, et en même temps silencieux. Et donc, comme donc Rumi avait comme maître et bien-aimé auquel il a consacré toute son œuvre un personnage qui s'appelait Shams, dont le nom signifie le soleil, eh bien, il s'est donné comme nom de plume Khamouch. Pourquoi ? Parce que devant le soleil, on s'éteint. Et que devant le soleil, en même temps, devant celui qui est le détenteur du verbe divin, on fait silence. C'est pour ça. Or, je pense que Foulour, elle a tout à fait perçu ça. Et bien qu'elle ne le cite pas, parce qu'elle cite un certain nombre de poètes, Faufès, Khayyam, au début de certains de ses recueils, eh bien, dans certains entretiens, elle parle de Molavi. On voit qu'elle connaît très très bien Rumi. Et je pense qu'en fait, elle a semé des petits cailloux pour qu'on se rende compte que, en fait, elle fait la même chose que Rumi aussi. C'est-à-dire qu'elle fait chanter le contraste entre Foulour, la lumière, et Khamouch, l'éteint. Elle emploie le mot dans les deux sens, selon. Et en même temps, la parole poétique face au silence qui finalement la talonne. Et elle dira dans un de ses poèmes très célèbres, « Seule la voix demeure ». Et elle est persuadée qu'au-delà de la mort et du silence du corps, la poésie va continuer. La poésie, en fait, c'est quelque chose qui se ferait un chemin dans le silence. Et c'est une apparition qui est rendue possible par les mots et qui devient un dévoilement. Donc, il se ferait un chemin au-delà du dévoilement. Vous voyez à quel point ça parle à notre époque et ça parle de notre époque. Et vous comprenez aussi pourquoi
les femmes et les hommes d'ailleurs, qui sont sortis dans les rues de Téhéran au slogan de Femmes, vie, liberté, c'était aussi des gens qui connaissaient et qui disaient parfois dans leur slogan et dans la manifestation certains vers de Forough Farrokhzad. C'est peut-être la seule dont encore les très jeunes générations connaissent des pans entiers de sa poésie par cœur aujourd'hui. Vraiment. Et Dieu sait qu'on a eu de très grands poètes du XXe siècle. Il y a Sohrab Sepehri. Pour moi, les deux plus grands, à part Forough, c'est Sohrab Sepehri et Nader Naderpour. Vraiment, ce sont des très grands poètes. Mais qui connaît encore par cœur des poèmes de Forough? On connaît par cœur ces poèmes. Et donc, et je pense aussi qu'elle s'est complètement mise en opposition avec une tradition qui veut que les femmes poètes du passé, dont on ne connaît pas d'ailleurs le vrai nom, eh bien, elles avaient comme nom de plume des noms de plumes qui signifient la voilée, la cachée, comme Mahjouba, Mastoura, Marfi, ou même Rabia, ça veut dire la quatrième en fait. Donc la Rabia, c'est très souvent un nom qu'on donne pour ne pas donner le vrai nom. Ça veut dire la quatrième. Bon, la quatrième d'une fratrie ou voilà. Donc, et très souvent, les noms de plumes de ces femmes-là, elles existent. Hein, ce sont des femmes qui sont surtout dans la tradition afghane, mais quand même, ça veut dire elles se sont choisies comme nom de plumes, des noms de plumes dont on ne sait, et qui font que, par exemple, ce sont des poétesses du XVIIIe ou du XIXe siècle, eh ben, en fait, on ne sait pas qui c'est. Les poèmes ont survécu, mais on ne sait pas qui c'est en réalité, puisqu'elles ont donné comme nom de plume la voilée, la cachée, la secrète. Comme ça, on ne sait rien de leur vie. Et Forough Farrokhzad, elle fait exactement le contraire. Pourquoi? Parce que les premiers poèmes qu'elle va publier, donc en 53 à peu près, 52-53, dans des revues, je ne parle pas de son recueil, de son premier recueil, mais les premiers poèmes qu'elle va publier, elle a à peine 18 ans, et elle va les publier avec des photos d'elle et avec de la biographie d'elle-même. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit Sha'ere biparva, donc la poétesse qui n'a honte de rien, en fait. Je ne sais pas comment dire biparva, qui ose tout, mais qui ose, voilà. Qui n'a pas froid aux yeux, sans pudeur. Voilà. Biparva, ça veut dire qui n'a pas peur de se montrer. Et elle se montre en plus avec on voit ses bras qui sont nus, il y a des photos d'elle, vraiment, on est dans les années 50, hein, au début des années 50, ça rigole pas encore. Hein. Bien sûr, il y a eu le dévoilement forcé au temps de Reza Shah, etc. Enfin, mais bon, quand même. Et surtout, se faire photographier avec cette chevelure superbe qui correspond à la chevelure de la bien-aimée, etc. Et donc, elle donne son nom, on sait quel est son prénom, quel est son nom, qu'elle est mariée, qu'elle a un enfant. Enfin bon, c'est quand même... c'est absolument sidérant. Et en plus, c'est des poèmes dans lesquels s'exprime un désir dont on devine qu'il n'est pas conjugal. Dont on suppute qu'il n'est pas conjugal. Voilà. Donc, c'est inouï, en fait, ce qu'elle fait. Elle fait une espèce de dévoilement total, radical. Et là aussi, j'emprunte l'expression à Farzaneh Milani, elle existe, elle se met devant la scène, elle se met à bouger, à être, à exister avec son corps, avec sa voix, avec ce qu'elle est, avec ses désirs, avec sa chair vivante, en fait. C'est de la chair vivante qui se donne à voir. C'est vertigineux dans le monde iranien. Et ça, pour que vous compreniez à quel point c'est vertigineux, vous devez lire Veils and Words. Et évidemment, après avoir lu J'irai jusqu'au Verge du Soleil.